a été retrouvé dans le domicile du nommé Nonso Kemena Anthony, de nationalité nigériane, âgé de 42 ans, suite à une enquête ouverte par la délégation régionale de la police judiciaire et les membres de la famille du jeune garçon à sa recherche depuis des lustres. Donc l'enfant l'enfant jouait avec ses camarades dans le quartier. Mais malheureusement, depuis 20 ans, on ne voit pas l'enfant. J'appelle donc sa mère quand il allait quitter sa maman. Sa maman ne peut pas changer l'enfant. Donc, comme ça, le monde commence à s'alarmer, chercher partout au quartier. Un monsieur m'appelle. Il va savoir qu'il a mon fils. Tu l'as trouvé, donc tu me dis qu'on peut se retrouver. Il est trouvé. Il m'a demandé si ça là-bas, il n'y a pas encore. Il m'a demandé un secteur là où on se trouvait. Il a dit qu'il n'habitait pas. Il m'a demandé s'il n'habitait pas là-bas. Il a dit qu'il n'habite pas là-bas. Il m'a demandé si c'était perdu. Il dit, alors que comme tu as commencé à l'expliquer, il a même dit là où j'habitais, il a même donné le numéro de la femme de mon père. Il a pris la moto, il a dit que monter sur la moto. Il voulait m'amener chez lui, mais c'est pas de lui qui m'a amené. Chez lui le lendemain, il m'a dit que ne m'inquiète pas, qu'elle a donné la lettre, mais il a trouvé le genou. Il venait m'appeler le matin, le soir. Parfois, il me disait que quand il appelait le numéro là, ça ne passait pas. Le numéro que le mien disait, ça ne passait pas. Et un dimanche, il m'avait dit que le numéro qu'il appelait a passé, mais quand il répondait, il ne répondait pas bien. Un autre jour, il a dit que l'appelant a bien répondu. Mais le jour où il aura le temps, il allait m'amener. Il m'avait dit qu'il allait m'amener un jeudi. Présenté à la presse ce jour, cet homme accusé de kidnapping aurait demandé la somme de 25 000 francs CFA aux parents du jeune Joachim sous la condition de sa libération. Avec la collaboration des éléments de la DRPJ, le présumé kidnappeur sera interpellé et mis sous les verrous au grand soulagement de sa famille dont la disparition déclenchait déjà une vive tension. Par ailleurs, la police, par le biais du commandant des opérations de la brigade des Antigans, recommande prudence en ces périodes estivales. Pendant les fêtes, les parents qui ont l'habitude de laisser les enfants sortir le jour des fêtes parce que c'est Noël, ou c'est Noël, c'est décembre. Il faut que les parents soient très vigilants parce que pendant que les enfants vont dans les endroits de création, ils vont se recueillir. C'est là où quand ils sont inattentifs, les gens viennent là, d'autres occupent les enfants et pour ces deux phénomènes d'environnement, ils commencent à demander des renseignements pour mettre les enfants et d'autres pour ne pas laisser les enfants pour utiliser à d'autres fins. Le présumé kidnappeur, quant à lui, répondra à des faits qui lui sont reprochés durant la suite de la procédure judiciaire. Une histoire qui sort véritablement de l'ordinaire, qui n'a pas un enfant de 11 ans pour réclamer la somme de 25 000 francs CFA. Et toujours dans le registre des faits de société, un autre jeune homme, un homme fonctionnaire, assassiné dans la ville de Konsamba au quartier 6 Lonko, dans l'arrondissement de Konsamba 1er, dans la nuit d'hier. Assassinat poignardé à mort par son frère Zachary, le nommé Tumba, puisqu'il s'agit de lui, a été découvert mort ce matin dans les premières heures de la matinée. Son frère qui a commis ce forfait a pris la peau de Descampes. Il était fonctionnaire, âgé de 35 ans. Les précisions de Jean Gemayena et Château Vallon dans ce reportage. Rendu nuitamment sur les lieux, l'arme du crime est encore présente autour d'une population médusée du quartier 6 Lonko, dans l'arrondissement de Konsamba 1er. Assommé par plusieurs coups de poignard par l'un de ses frères, présumé assassin, un certain Seydou Zakari Issa, qui aurait aussitôt pris la poudre d'escampette après son forfait. La victime, le sieur Tumba,
a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard, après son admission en urgence dans un centre hospitalier. Pour sauver moi, on va me tuer. Maintenant, il y a un autre gang qui monte ici. Comme il y avait le noir, il attendait pour tuer. Il y avait le noir. Maintenant, subitement, il vient. Il met la tête, le gars qui voulait tuer le gars. Jusqu'à même maintenant, il est tout tué. Il met le pied sur la tête, il voulait la couper. Le gars l'a monté maintenant. Il dit que c'est bon, il y a quoi? Maintenant, il sort, il dit que non, il n'y a rien. Maintenant, on dit que il n'y a rien avant qu'il y ait le sang sur toi et tu as le couteau à main. Maintenant, il y a maman ici, là, elle dit que arrêtez-le. Subitement, il fuit là-bas. Il y a les gars qui veulent l'arrêter, il fuit maintenant. Il y a le gars là qui s'enroule ici, il tombe à terre maintenant. Après, maintenant, il porte en haut, l'amène à l'hôpital, apprendre qu'il est mort. Reparti sur les lieux aux premières heures de ce mardi 29 décembre 2020, les traces de sang de l'infortuné sont encore visibles par endroits et le domicile familial, provisoirement scellé pour besoin d'enquête, bon à savoir. Ce jeune homme de 35 ans, poignardé à mort par son frère cadet, selon les riverains, était jusqu'ici cadre d'appui à l'arrondissement de l'éducation de base à Baré Bakem et la dépouille de ce fonctionnaire Tumba déposé à la morgue de l'hôpital régional de Nkonsamba pendant que le présumé assassin Saïdou Zakari Issa court toujours et activement recherché. Par le domicile Jean Germain. Donc pour l'instant c'est... Et à la suite justement de l'insécurité grandissante dans la ville de Nkonsamba, située dans le département du Mungu, et suite à ce meurtre perpétré dans le quartier 6 Lonko, dans l'arrondissement de Nkonsamba 1er, les populations rencontrées dans les populations riveraines rencontrées justement, voisines du drame, ont réagi sur la question de l'insécurité dans cette partie du pays. Voici quelques réactions au micro de nos reporters Jean-Germain Yenna et Château Mbalo. Nous étions assis là. Bon, on attend le bruit. Bon, parce qu'on croyait dans une seconde quartier, il y a du bruit là-bas. C'est quand il s'est marqué que sauvez-moi. Bon, nous étions à 3. Bon, moi et mes amis du quartier. Là nous sommes montés l'escalier. Bon, les deux sont restés, moi je suis monté. Là je pousse la porte. Je trouve le monsieur, il était sur lui, là le couteau. Là je rentre, parce que la porte, lampadaire frappe. Je vois le monsieur. Là il rentre comme ça. Là. Le monsieur sort ça, plein de sang. C'est là mon ami a torché sur lui, il est plein de sang. Il me dit qu'il n'y a rien. Il dit mais il n'y a rien sur toi, comment tu es plein de sang. C'est là maintenant, là commence à créer les amis. C'est là où les délégués sont en roulant le sang. Comme là. Le temps de poursuivre. Nous sommes rentrés encore pour le sauver. Et pourtant, quand on était sur le dos, on était rendu là. Ils entendent d'abord les cris. Ils disent que non. Peut-être là, bus on va. C'est qu'ils entendent maintenant que sauvez-moi. Le plus courageux est monté comme ça. Pousser la porte. Il voit directement le gars à terre qu'il a mis son pied sous son cou comme ça. Il dit, mais c'est quoi? Le gars se sort maintenant, il sort. Il dit, il n'y a rien. Avec le couteau en main. Il dit, il n'y a rien. Il se rapproche un peu, la lumière frappe sur lui, il dit, mais tu dis qu'il n'y a rien alors qu'il y a le sang sur toi. Il commence maintenant à alerter. Le gars saute de là. Il tombe loin là-bas au champ. Avec le couteau en main, il a pris la course. Tous les gars sont mis derrière lui. Et là maintenant qu'il sort, je comprends seulement, ouais, sauve-moi. Et maintenant je trouve le gars, je suis là où vous voyez le sang. Qu'est-ce qu'il fallait seulement demander aux gens de le porter pour l'hôpital. Tant que j'ai appelé la police, il n'est même pas arrivé au commissariat, il est mort. Et nous restons dans le département du Mungu, cette fois-ci pour parler du conseil municipal tenu par l'exécutif municipal de la commune de Melon, qui a
voté le budget de l'année 2021, un budget qui se chiffre à près d'1 milliard 207 852 250 francs CFA. Voilà donc le budget pour le compte de l'exercice 2021 qui servira au développement de la commune de Mélan. C'était aussi l'occasion pour le préfet qui a dirigé ces travaux, le préfet Yves Bertrand Nouendjana, de proposer à l'exécutif municipal de se mettre au travail. Les précisions de Patingouagnan et Châtelaine Ballon dans ce reportage. C'est dans une ambiance studieuse que se tient ce conseil municipal de la commune de Mélan. Et 41 conseillers municipaux autour du maire Jean Cueté tablent sur le projet du budget de l'exercice 2021. Le projet du budget de l'exercice 2021 que j'ai l'honneur de présenter s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 207 426 850. Ce budget est réparti en deux grands chapitres que sont les recettes. En là, nous avons les recettes de fonctionnement d'un montant de 604 937 123 francs qui résulteront des recettes fiscales, des centimes additionnels communaux, de la taxe de développement local, de la taxe communale, du produit de l'exploitation du domaine, des produits financiers, de la subvention de fonctionnement, des autres produits et projets divers. Le préfet du Mungo, qui assistait à ce conseil, a invité le magistrat municipal à mettre un accent sur la disponibilité de l'eau potable et de continuer à œuvrer pour le développement de la ville de Mélan. Ces rapports ont fait l'objet d'une préoccupation des conseillers. Nous pouvons vous féliciter et vous encourager. Nous avons suivi l'intérêt accordé aux problèmes qui minent notre commune. J'ai été particulièrement sensible au volet social et tout particulièrement le problème du manque d'eau. Et nous pensons que M. le maire et toute son équipe doivent prendre au sérieux la problématique du manque d'eau à Mélan, que à côté de l'État qui prend également ce problème et que des solutions urgentes soient trouvées pour que la population soit à l'abri des maladies venant de ce côté-là. Les populations nourrissent également le rêve de voir une ville de Mélan où il fait bon vivre. Dans le nouveau budget promis pour 2021, monsieur le maire a décidé de soutenir la jeunesse de Mélan pendant toute cette période. Et en plus encourager les jeunes de tous les secteurs au niveau du sport et au niveau du sport. Content parce que c'est que nous avons beaucoup de réalisations. Il y a des routes qui seront reprofinées, encore les routes de l'arrière-pays. Nous avons également des salles de classe qui seront, n'est-ce pas, construites. Nous aurons, n'est-ce pas, dans le domaine de la santé, beaucoup de dons pour, n'est-ce pas, de ces centres qui manquent encore beaucoup de matériel. Donc le maire a une feuille de route très très chargée. Et déjà, nous disons merci au maire parce que lorsque un budget est voté, les populations sont satisfaites de cette attente. Ce deuxième mandat du maire Jean Cueté à la tête de la commune de Mélan s'annonce sous de bons auspices avec un budget qui ambitionne de parachever les bonnes actions entamées depuis son premier mandat. Et la commune de Ndjombe-Pendia a tenu son conseil budgétaire dont le but principal était de revenir sur la relance économique, mais aussi le développement de cette partie localité administrative. Il a aussi été question pour les 6 conseillers de cette commune de voter et examiner le budget pour le compte de l'année 2021. Et on parle déjà des retombées de la décentralisation. Charles Fisselangue et Jeanne Millonsta dans ce reportage.
La commune de Njombe-Pendia dans le Mungo vient de voter son tout premier budget de l'année 2021 et en plus, ils sont passés à l'adoption du plan de développement communal de la dite commune, à l'issue desquels le budget voté par les 35 conseillers présents devra leur permettre de répondre aux besoins des populations tels que prônés par le préfet, ici représenté par le sous-préfet Kouminjoya Assise. Les riverains qui manquent déjà de routes, avec la richesse naturelle que possède cette localité, l'aménagement des caniveaux, l'absence de l'eau et de l'électricité dans les recoins de la ville, car la réhabilitation de ces éléments essentiels sont visibles au centre-ville. Le budget de la commune s'élève à la somme d'1,786,810,000 francs CFA, équilibré en recettes et en dépenses avec une hausse dont le pourcentage est de 62,12%. Ce qui peut s'expliquer par l'exploitation de ces carrières. Pour le maire et les populations, cette fameuse décentralisation devrait être effective pour leur permettre de s'autogérer tout en développant leur arrondissement. C'est en cela que la décentralisation est quelque chose de nouveau, mais à condition que la partition soit bien jouée par toutes les parties. C'est-à-dire que l'État joue son rôle en laissant les maires avoir le choix de leur développement, et en laissant les maires avoir le choix d'exploiter, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont comme richesse dans leurs différentes communes. Toutes les ressources que Njombe-Pendia a, Njombe-Pendia ne veut pas rester sans goudron, raison pour laquelle notre maire est en train de se battre pour que la localité, vraiment que le maire chasse la poussière que nous avons dans notre localité et la boue. Les 28 délibérations soumises ont été toutes votées à l'unanimité par les 35 conseillers, ce qui traduit la volonté de voir davantage cette localité relancée avec la vitesse du train du développement. Et le ministre des Travaux Emmanuel Nganu Messi a inauguré la route allant de Kolmesson à Koteng. C'est dans le département de la Haute-Sanaga. C'était en compagnie des autorités traditionnelles, autorités administratives, mais aussi des partenaires économiques et financiers qui ont visité et inauguré cet axe routier qui va favoriser le développement dans cette partie du triangle national. Les précisions d'Amangomo Brice, mais Elvis Gouy dans ce reportage. La forte mobilisation qu'il y a eu à l'occasion de l'inauguration de la route Nkoloson-Nding, longue de 89 km, a laissé convaincre que cette œuvre ouverte à la circulation était tant attendue par les populations. Pour que cette belle route vous apporte le bien-être. L'ouvrage relie désormais la localité de Nkoloson à celle de Nding. Face à un projet aussi ambitieux, le ministère des Travaux publics, sous la houlette du chef de ce département ministériel, a ainsi déployé toute son expertise pour assurer avec succès son rôle de maîtrise d'œuvre, malgré les difficultés rencontrées. Je suis personnellement très reconnaissant parce que c'est un axe qui dessert les populations de cette importante partie de notre pays, participe du désenclavement et de sa volonté politique de connectivité par la route, c'est-à-dire de brassage des populations. C'est un cadeau de fin d'année, c'est un symbole qui voudrait que quand le chef de l'État promet et réalise, c'est concret, c'est visible. Il a promis de construire cette route. La route est construite. L'inauguration de la construction de cette route vient d'être achevée et réceptionnée après plusieurs mois de travaux pour un montant de plus de 55 milliards de francs CFA sous financement du budget d'investissement public. Cet axe routier est désormais une pénétrante importante pour la localité. La coupure du ruban symbolique et la découverte de la plaque par Emmanuel Nganu Messi a laissé entrevoir de l'admiration devant cette route qui traverse désormais la Haute-Sanaga. Nous pensons que ce que nous venons d'avoir relève plutôt de l'inédit. Ailleurs on peut banaliser, mais pour nous qui avons connu l'enclavement, nous pensons que le chef de l'État nous a tout donné. La bretelle Nanga Eboko
Bifogo, qui va jusqu'à la Sanaga, sera aussi bientôt ouverte à la circulation pour un accès facile au bac amarré au bord du fleuve. Pour ce projet qui fait partie du lot 2, plusieurs partenaires techniques et financiers accompagnent le gouvernement pour sa réalisation. Il est d'ailleurs présenté comme l'un des projets routiers les plus importants mis en œuvre par le Cameroun dans la Haute-Sanaga. Et bientôt, les populations bénéficieront des retombées socio-économiques de ce projet. On va la protéger de une route bénie où il n'y aura pas des accidents qui amènent aux étés 14. Et en santé, dans ce journal, nous prenons la direction de la Damama où les autorités sanitaires administratives ont décidé de redoubler d'efforts pour barrer la route à la pandémie à coronavirus, notamment la Covid-19. Et ceci passe à une nouvelle campagne quand on sait que l'Europe et l'Afrique du Sud connaissent de nouveaux cas de contamination avec un virus qui a muté. Les précisions de Bello Bouksadou et Mohamed dans ce reportage. En cette période des fêtes de fin d'année, la Covid-19 semble être dans les oubliettes en ce qui concerne les mesures barrières. C'est ces fêtes d'année qui est une période de rassemblement. Aujourd'hui, allez dans les agents de transport, les agents de voyage, vous allez constater comment il y a du monde. Ce qui est important actuellement, c'est de rentrer, sensibiliser, réorganiser, n'est-ce pas, le respect des mesures barrières, exiger cela aux transporteurs pour que les voyageurs, ne serait-ce qu'on observe la distanciation et qu'on porte le masque pendant le voyage. Bien que la Damawa ait été la deuxième à être le moins infectée, comme le préconise la voie la mieux indiquée en matière de santé dans la région. Parce que nous sommes l'une des régions, dans les 10 régions du Cameroun, la deuxième la moins infectée, avec 400, à ce jour où je vous parle, avec 469 cas, et où nous avons plus de 360 cas guéris. Nous avons seulement une cinquantaine qui sont actifs et qui sont sous traitement et suivis à domicile. Nous avons enregistré malheureusement des décès, une vingtaine de décès depuis le début de la pandémie. Il faut souligner que la nouvelle souche du Covid-19 qui se vit en Europe et en Afrique du Sud ne laisse pas indifférents les autorités locales. Et en sport, CHAN 2021, la ville de Douala vibre au rythme de la compétition qui s'annonce déjà avec la visite de la mascotte de cette compétition, CHAN 2021, Tara, comme elle se fait appeler d'ailleurs. Elle a eu un accueil chaleureux des populations de la ville de Douala. Les précisions dans ce reportage d'Isabelle Apolline Bon et Patrice Foucault. Le CHAN a commencé. Le CHAN a commencé. C'est le visage d'une ville, vibrant déjà au rythme du championnat d'Afrique des Nations qu'a présenté la capitale économique Douala ce 29 décembre 2020 lors du passage de la mascotte Tara. Une mobilisation tous azimuts, une ambiance des grands jours, comme cela a souvent été le cas en pareilles circonstances. Qui est lancé depuis Yaoundé par les manifestations accompagnant notre mascotte Tara, c'est autour du littoral en général et de Douala en particulier, d'accueillir Tara qui va de ville tout à l'heure. Nous souhaitons que vous puissiez l'encadrer et que la population puisse sentir que le chant n'est plus une fiction, c'est une réalité et Tara est avec nous. Félicitations Tara. Tout au long du parcours retenu pour cette tournée dans la ville de Douala, Tara a été saluée au passage par de nombreuses foules amassées le long des rues. La mascotte du championnat d'Afrique des Nations 2021 ne s'est pas retenue. C'est le début d'une belle fête du football que les populations de la ville de Douala attendent avec impatience.
Et voilà, on voit très bien que la ville de Douala, d'ailleurs les autres villes du Cameroun engagées dans cette compétition, qui est le championnat national des clubs d'Afrique qui va se dérouler et organisé cette fois-ci, cette année par le Cameroun, l'année prochaine en 2021, vibre déjà aux couleurs de cette compétition internationale. Et toujours en rapport avec cette compétition qu'attend le Cameroun pour la première fois, déjà hier, on a ouvert une fenêtre sur cette compétition avec l'historique qui a démarré en 2009 en Côte d'Ivoire. On revient donc avec la deuxième édition en 2011, organisée par le Soudan, et les précisions de cette organisation en 2011 par le Soudan, c'est dans ce reportage que nous propose Obel Apolliniam. Après la première édition de 2009, organisée en Côte d'Ivoire et remportée par la République démocratique du Congo, 16 nations se sont retrouvées 2 ans plus tard au Soudan pour la deuxième édition, la toute première avec 16 pays. Et pour cette édition de 2011, le Cameroun était bel et bien présent. Logé dans le groupe C, les A premiers Camerounais avaient fait un carton plein au premier tour en terminant à la tête du groupe avec 9 points sur 9 après avoir battu le tenant du titre, la République démocratique du Congo, ensuite le Mali et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est malheureusement éliminé en quart de finale par l'Angola au tir au but. L'Angola bat également le Soudan, pays hôte, en demi-finale au tir au but, mais s'incline en finale face à la Tunisie. 0 but contre 3. الهدف الثاني خطاب الباب على الابواب تونس ترفع الشان 32 rencontres au total se sont disputées au cours de cette deuxième édition pour un total de 59 buts marqués, soit 29 de plus que lors de la première édition. Le Tunisien Zouer Dawadi est sacré meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition. 3-0 لمنتخب تونس 3-0 شوف يوسف شوف جوزيبي المساكني يمشي البيكاسو قصداوي يجبد مدافع دراجي حط. Et voilà le CHAN qui va démarrer dans quelques jours à travers quelques régions du Cameroun. Et on s'intéresse à l'international sans transition. Cette fois-ci, on prend la direction du Mali où 3 soldats français ont été tués. Les précisions de France 24. Oui, les premières classes d'Orient Issa Kagnan et Quentin Pochet. Tous les 3 appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. Le président de la République salue avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires morts pour la France dans l'accomplissement de leur mission. Il s'associe à la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d'armes et les assure de la reconnaissance et de la solidarité de la nation. Les 3 militaires étaient en mission d'escorte dans la région d'Ambori, dans le centre du Mali, plus communément appelée la zone des 3 frontières. Régulièrement, c'est ici que des groupes terroristes attaquent les populations civiles et menacent la stabilité régionale. C'est donc là que les forces antiterroristes françaises Barkhane concentrent leurs efforts depuis janvier. Selon le ministère des Armées, leur véhicule blindé léger a été atteint par un engin explosif improvisé. Les 3 soldats n'ont pu être ranimés malgré l'intervention immédiate de l'équipe médicale présente dans le convoi. Des moyens d'observation et de protection aérienne ainsi qu'une force rapide de réaction au sol ont aussitôt été déployés afin de garantir la protection des éléments. Ces dernières semaines, Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel ont revendiqué la neutralisation de plusieurs dizaines de djihadistes. La France envisage de réduire ses effectifs. Depuis 2013, avec ces nouvelles pertes, au total, 47 soldats français sont morts dans les opérations au Sahel. Et en France, 3e confinement annoncé par les autorités françaises suite aux nombreux cas de personnes infectées à la Covid-19 qui ont été enregistrés seulement dans la journée d'hier. Près de 8000 personnes enregistrées testées positifs à la Covid-19. France 24. Millions de familles, nombreux déplacements. Les fêtes de fin d'année font craindre un rebond de l'épidémie. Alors, que disent les chiffres ? 8822 nouvelles contaminations pour la journée d'hier. Des chiffres probablement sous-estimés, car beaucoup de laboratoires sont restés fermés pendant les fêtes. Et les conséquences des réunions de famille ne devraient se voir qu'à partir de début janvier, en raison du temps d'incubation du virus. Dans les services de réanimation d'Île-de-France, plus de la moitié des lits sont déjà occupés. Notre quotidien ressemble de plus en plus à ce qu'il était début du mois d'octobre. Les mesures en vigueur ne sont plus suffisantes
et cela plaide pour un reconfinement. Un troisième confinement, le scénario n'est pas exclu par le gouvernement, mais cela pourrait aussi passer par des mesures à l'échelle départementale ou régionale. Allons-nous vers des confinements locaux? Certaines régions sont particulièrement touchées, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes ou encore le Grand Est. Ici, certains élus demandent un reconfinement immédiat. C'est une décision rapide qui doit être prise pour un confinement, si il devait être mis en place, qui doit être court, comme par exemple dans d'autres pays, en Israël, 15 jours de confinement. Nous sommes encore en période de vacances. Autant profiter de cette période-là pour procéder à un début de confinement. D'autres, comme ici à Nice, demandent plutôt un abaissement du couvre-feu à 19h, voire 18h, ainsi qu'un contrôle renforcé aux frontières, tout plutôt qu'un nouveau confinement. De nombreux Français, eux, semblent résignés. Je crois qu'on n'aura pas trop le choix, malheureusement. En plus, avec les températures qui commencent à baisser, on s'approche et on rentre dans l'hiver, je crois que c'est presque inévitable. Ça commence à devenir dur du point de vue de la vie sociale, avec les lieux culturels, les restaurants qui sont fermés. Voilà, oui. Bon, si on n'a pas le choix. En cas de nouveau confinement, à partir de quand pourrait-il entrer en vigueur? Un conseil de défense doit se pencher demain sur l'évolution de la crise. Prochaine échéance importante le 7 janvier. C'est à cette date que devaient rouvrir lieux de culture et stations de ski, à condition que la situation sanitaire s'améliore. Et c'est avec cette information, 13h le journal de la mi-journée, 17h30 le journal en langue anglaise, et à 19h40 on se donne rendez-vous pour une autre édition du grand format de l'édition de l'information. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Tout à l'heure, à 21h, votre émission Tout au clair, présentée par Frédéric Motomé. Au revoir à tous.